ایرانی از هیچی نمیترسن. معلومه که میترسن. ولی چاره‌ای نداریم به جز جنگ. Whoa, easy. If we're gonna be fake dating, there needs to be real kissing. I just met you. The Queen has many dragons. But her subjects do not feel safe, nor should they. Happiness, chronique d'une jeunesse iranienne en exil, le phénomène off-campus ou la revanche des gentils garçons. Enfin, House of the Dragon, le retour de la saga fantasy, c'est le sommaire de notre émission consacrée à l'actualité des séries. Bienvenue à tous. Bonjour Nina Masson, notre spécialiste. Et bonjour à Yasmine Fatouhé. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc de la série franco-iranienne Happiness. Vous en êtes l'actrice et la co-scénariste, c'est à voir sur arte.tv. Une série qui est en plein dans l'actualité. Elle a été présentée au festival Sérimania qui était en mars dernier, exactement. Et elle est ouvertement dédiée au peuple iranien. Vous allez nous le raconter, mais d'abord Nina nous redonne un peu de contexte. Alors c'est une série dédiée, vous l'avez dit, je cite, à ceux qui vivent loin de chez eux et craignent pour leurs proches et à ceux qui continuent de lutter ensemble contre l'oppression. Franchement, rarement la frontière aura été aussi mince entre fiction et réel. Et pour cause, la série dont la saison 1 était sortie en 2021, on en avait d'ailleurs parlé dans cette émission, a été tellement percutée par l'actualité en Iran qu'il a fallu en fait réécrire toute la saison 2. C'est le mouvement Femmes, Vie, Liberté, après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, qui a tout fait basculer. Alors que ce second volet devait initialement se tenir en Iran, le réalisateur, Pouria Takavar, l'a dit lui-même, continuer comme si de rien n'était aurait été pour lui une trahison. Alors toute l'équipe de cette série, qui elle-même a quitté l'Iran en même temps que ses personnages, a réinventé le récit à l'image de son propre exil, ce qui est quand même sacrément fort. La saison 2, c'est donc l'histoire de Shadi. Elle a 21 ans. On l'avait quittée 5 ans plus tôt sur les routes iraniennes et on la retrouve en France, à Strasbourg, où elle vit seule dans un foyer jusqu'à ce qu'elle rencontre Arezou, une franco-iranienne impulsive, imprévisible. C'est elle que vous incarnez dans la série Yasmine Fatouhé. On regarde la bande-annonce. Je suis pas partie de mon pays pour qu'on me parle comme ça. من فکر می‌کردم وقتی فارسی حرف میزنم انگار بیشتر خودمم. الان خود واقعی تو وسط استراسبورگ پیدا کردی. جونم عزیزم سلام خوشگله. مهمترین آرزو برای امسال اینه که زود کنار هم باشیم. Yasmine Fatouhé, la saison 2 a été écrite dans un contexte iranien brûlant, on le disait. Comment vous avez senti que la fiction ne pouvait pas rester à distance du réel ? À quel moment ? Oui, en effet, ça a pris 4 ans cette réécriture et au final, en fait, dans la room d'écriture et puis plus tard, moi, quand j'ai rejoint l'équipe d'écriture, on a décidé de partir sur le sujet de où est ma maison, qui est en fait le sujet principal d'une personne exilée qui cherche constamment sa maison, que ce soit à travers une maison physique, un toit, ou que ce soit à travers les amitiés ou le sentiment d'appartenance. En fait, on cherchait à incarner cette réalité-là dans le quotidien d'une personne qui vient d'arriver ici, tout en montrant ce qu'elle doit traverser. C'est aussi montré par le personnage de Nader, qui est libanais, qui est un Libanais exilé dans la série. Donc il y a vraiment cette actualité multiple qui est montrée à l'écran. La série aborde même le bombardement sur le site de Natanz en Iran qui est survenu en mars dernier. Je voudrais revenir sur le cœur de la série avec cette phrase du père d'Arezou, donc votre personnage dans la série, qui prononce cette phrase « Quelques mèches dans le vent ne changeront rien au pays ». Et en fait, évidemment, Shadi pense tout l'inverse, mais à quel point cette phrase, elle est clé, justement, pour comprendre ce qui se passe en Iran? Justement, on peut même raconter l'histoire de ces dernières années du pays à travers ces quelques mèches de cheveux dans le vent. Parce que, évidemment, ça ne représente pas que ça. Ça représente une décennie de répression, d'abord sur les femmes et ensuite sur tout un peuple iranien qui a dû subir ces répressions-là. Et d'ailleurs, tout le mouvement Famille Liberté aussi a été né suite à ces quelques mèches de cheveux dans le vent qui a fait naître des manifestations massives en Iran suite à l'arrestation et la mort de Mahsa Amini en 2022. Et justement, on peut voir qu'après ça, le quotidien des femmes
ont changé et que certaines femmes sortent en prenant le choix au quotidien de sortir sans voile, avec t-shirt, en robe, pas parce que c'est autorisé, mais parce que pour elles, c'est une forme de résistance, d'exprimer ce mécontentement à travers ces petits gestes quotidiens. Et comment on trouve l'équilibre entre une histoire intime qui vous touche tous personnellement dans l'équipe de cette série et puis porter un message politique sans que l'un ne vienne écraser l'autre? Justement, c'est ça qui est important dans une écriture qui fait autant écho à la réalité et au quotidien de tout un peuple, de la diaspora iranienne ou de la diaspora des autres pays qui traversent les mêmes actualités. Et en fait, c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de rester fidèles à la véracité de ce quotidien jusqu'au moment où on a dû changer le dernier épisode qui avait été écrit complètement différemment pour intégrer cette dernière actualité qui était la guerre de 12 jours qui s'est passée il y a pile un an, pour l'intégrer aux deuxième saison, pour incarner en fait cette réalité qui fait aussi partie du quotidien d'une personne exilée qui doit continuer à faire comme si de rien n'était alors que tout son cœur est là-bas. Vous me disiez hors antenne que depuis quelques années, avec l'accélération de cette actualité en Iran, vous vous sentiez plus iranienne qu'avant, c'est-à-dire? En fait, moi, mes premières années en France, au quotidien, je ne pensais pas forcément au fait que je sois iranienne. Je faisais mon travail, je cherchais à créer, et d'ailleurs, pas forcément des séries qui ont quelque chose à voir avec l'Iran. Mais depuis tout ça, depuis les guerres, depuis le massacre du peuple le 8 et 9 janvier, depuis des exécutions massives, en fait, on ne peut pas ne pas penser à ça. Et mon cœur et mes pensées sont toujours là-bas. Et donc, moi, comme toute autre personne de la diaspora iranienne, je cherche à être utile, de faire quelque chose. Et ma manière de faire quelque chose, c'est à travers la fiction. Que ce soit à travers Happiness pour raconter le quotidien de la diaspora ou dans d'autres récits que je développe en ce moment. Et votre série, elle montre bien ce combat à la fois des Iraniens en Iran et en exil. Vous restez encore un peu avec nous, Yasmine. On va changer complètement d'univers, je dois dire, parce que les séries ont ce pouvoir de raconter une même génération à travers des réalités très différentes, on peut le dire. La jeunesse iranienne qui est confrontée à l'exil dans Happiness, vous l'avez très bien raconté. Et puis maintenant, là, on va faire la place à une romance universitaire off-campus, tout à fait autre chose. Elle est sortie en mai. Et la série signe l'un des meilleurs démarrages de l'année sur Prime Video. Un succès, Nina, qui doit beaucoup à ces personnages masculins qui cassent les codes. Ces personnages masculins ou ces pectoraux masculins, on pourrait dire. Pourquoi, justement, ces pectoraux très développés d'off-campus fascinent-ils autant? Moi, j'arrivais pas à comprendre personnellement, parce qu'après tout, ça reste des pectoraux. C'est pour ça que j'ai regardé la série, pour essayer de comprendre le phénomène. Donc, Off-Campus, pour vous expliquer, c'est l'adaptation d'une saga littéraire à succès, écrite par la Canadienne Elle Kennedy. On y retrouve tous les clichés de la rom-com de base, les fêtes universitaires, des romances dissimulées, des jeunes sportifs identifiés comme beaux gosses. Moi, je trouve pas personnellement, mais c'est une autre histoire. La série raconte donc cette idylle improbable, comme dans toutes les rom-coms, entre Anna Wells, qu'on voit ici, une étudiante en musique qui déteste le hockey, mais elle va s'amouracher de Garrett Graham, la star de l'équipe de l'université de Briard. On regarde les images et... Ah non. On va les regarder dans un instant. Il n'y a rien de surprenant voilà. Dans cette... D'abord, il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de surprenant sur le papier, et pourtant, la série est profondément innovante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle aborde toutes les relations amoureuses et sexuelles à l'écran à travers la notion de consentement. Et pour certains, ça ne va pas encore tout à fait de soi, le consentement. Et ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la fiction. Donc, c'est à saluer et ça explique peut-être en partie le succès de la série. On regarde des images. She's not my girlfriend. But you clearly want her to be. This is the part where I tell you all the things I want to do to you. Now, you can blush.
Donc on l'a compris, Off Campus a tout d'une série romantique classique avec ses clichés, mais ce qui est intéressant, c'est ce que la série fait justement de ces clichés. Oui, alors il y a Anna Vels, l'héroïne, qui est une jeune femme marquée par une agression sexuelle. Donc elle avance avec ses blessures dans son rapport aux hommes, sauf que la série n'appuie pas sur cette blessure. Face à elle, on a ce fameux Garrett Graham qui fait le buzz à cause de sa danse sexy qui tourne partout sur les réseaux. Voilà, c'est celle-ci. Donc il n'est pas... cette scène ne fait pas partie de la série, hein, je le précise. Il n'est pas le bad boy toxique auquel il nous a habitué la fiction. Il est simplement, et c'est presque révolutionnaire dans le genre, il faut le dire, il est gentil. C'est un mec bien. Voilà, c'est émotionnellement connecté. Voilà, émotionnellement connecté. Les scènes de sexe, elles existent, elles sont assumées, mais elles parlent davantage de communication que de possession. Petite révolution. Et c'est justement ce mélange qui explique, à mon sens, le phénomène dans un paysage sériel, gangréné par les relations toxiques, glamourisées, off-campus. Donc ça parle aux adolescents, bien sûr, à cette Gen Z, mais aussi aux adultes qui ont grandi avec toutes ces teen dramas où l'on confondait très très facilement comportements problématiques et grands frissons romantiques. C'est pas ça, l'amour, c'est autre chose. Donc c'est une série qui rend la gentillesse, l'écoute et le consentement sexy. Il était temps, j'ai envie de dire. Ça fait du bien, il était temps. On va terminer rapidement avec le retour de House of the Dragon. La saison 3 est-elle à la hauteur du mythe, Nina ? Moi, c'est pas du tout le genre de série que j'aime bien. C'est donc disponible à partir du 22 juin. House of the Dragon, pour rappel, c'est le préquel de Game of Thrones. Ça se situe près de 200 ans avant les aventures d'une trône de fer. Donc là, au programme, bataille navale spectaculaire, déluge de feu. Bref, les fans à qui il manquait justement ce côté un peu spectaculaire dans les premières saisons vont, je pense, être servis. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Vous avez compris le choix de Nina, c'est Happiness, qui est à voir sur arte.tv avec donc notamment Yasmine Fatouhé. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de À l'affiche. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte avec des images de House of the Dragon saison 3. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Bring Aegon, the usurper, to me. Did I not warn you that you would come to this?